Smart philo, le droit, rien que le droit. On va quitter un petit peu le territoire du Code du travail, parce qu'on parle beaucoup Code du travail. On va parler là un petit peu d'international avec Myriam de Gaudution. Bonjour Myriam, avocate en droit social, cabinet Franklin. On quitte le code pur du Code du travail. On va s'intéresser à cette nouvelle loi américaine sur le travail forcé en Chine qui déboussole les multinationales. D'abord, rappelez-nous quand même, parce que c'est intéressant pour le public qui nous regarde, c'est quoi le contexte, c'est quoi l'enjeu ? Le contexte, c'est la réalité, mais qui n'est pas encore prouvée de manière déterminée et définitive, à savoir l'existence de camps de détention de travail dans la province du Xinjiang, qui est une province très puissante, Oui. Puisqu'elle produit plus de 20% du textile mondial, notamment. Il y a d'autres secteurs d'activité très forts. C'est la région la plus riche de Chine, et le pouvoir de Pékin dans cette région manifestement ferait travailler des Ouïghours, qui est une minorité ethnique musulmane, dans des conditions extrêmes. Et les États-Unis utilisent une nouvelle loi qui a été promulguée le 21 juin dernier comme arme économique, à savoir interdire l'importation de toute matière qui proviendrait de cette province, sauf pour les sociétés à démontrer de manière claire et définitif qu'il n'y a pas eu de travail forcé. Alors là, il y a un débat de droit, parce que vous l'évoquiez dès le début, c'est-à-dire qu'il faut avoir la preuve formelle, avec des photos, avec des témoignages, donc du journalisme en quelque sorte. Oui. On ne les a pas. Alors, il y a de nombreuses associations et même des agences privées qui ont caractérisé l'existence de ces camps. Camp de l'éducation de travail, Oui. C'est ça le terme. Bon, je pense que certains journalistes sont même allés plus loin, avec des images qui n'ont pas été modifiées et manipulées, et qui caractérisent bien l'existence de ce travail forcé, qui est utilisé par le régime de Pékin pour vendre à des prix inférieurs au marché, des produits. Et ces produits sont achetés par des sociétés notamment européennes. Et en France, il y a 4 enquêtes qui sont ouvertes contre des sociétés du textile. Marque connue ? Oui, Inditex. Vous avez Uniqlo, Skechers, vous avez pas mal de sociétés qui sont dans le loop de ces enquêtes, qui n'ont pas encore abouti étrangement, sachant que l'existence de ces camps a été établie depuis 2017. Et à ce stade, vous avez uniquement les Américains qui sont allés plus loin, mais je pense qu'il n'y a pas de vraie volonté humaniste derrière. C'est plus une arme économique, mais qui est plutôt efficace. Oui, c'est-à-dire qu'on utilise le prétexte des droits de l'homme pour bloquer un certain nombre de produits qui viennent inonder le marché américain dans une guerre économique. Là, c'est la guerre économique qui se livre. La loi, la proposition, enfin ce texte américain, il n'est pas tout à fait nouveau. Ils n'ont rien inventé là. Alors, il y a une loi qui date de 1930. C'est ça. Mais la nouvelle loi est axée sur les Ouïghours et la province du Xinjiang. Donc c'était une loi, évidemment, qui visait à lutter contre le travail forcé. Absolument. Là, il la réactive. Oui. D'un point de vue, alors là je m'adresse à l'avocate, Oui. On a beaucoup parlé de droit du travail, mais sur ce type de conflit international, quel est le médiateur ? Y en a-t-il un ? Est-ce que ça se gère en commission privée et en conciliation privée ? Comment ça marche ? Parce que là, les Chinois disent, il faut quand même donner aussi la parole à la Chine, non, c'est pas vrai, on conteste ces faits. Alors, le texte existe, il est en vigueur. Et la loi américaine est très dure. Les Chinois ne pourront pas aller à l'encontre de ce texte. Et ça sera à leur société de prouver, de manière quasiment impossible, que le travail forcé n'a pas été utilisé dans les produits qui ont été importés vers les États-Unis. D'accord, donc en fait, il y a l'idée d'ouvrir les containers, de vérifier la provenance de tous ceux qui viennent. Parce que là, c'est très concret, il faut vérifier le produit, d'où il vient. Douane, absolument. Et ça se passera sur les docks. Oui, la négociation a dû avoir lieu avant l'entrée en vigueur de ce texte aux États-Unis. Et apparemment, elle a échoué. Elle a clairement échoué. Tout à fait. Alors, passons à l'Europe, parce que autant on évoquait le cynisme américain qui essaie de bloquer l'invasion, le déferlement de produits. Qu'est-ce que dit l'Europe ? Parce que l'Europe pourrait avoir une posture très ferme sur ce sujet. C'est pas le cas. Il y a bien un projet de résolution qui a été adopté le 8 juin dernier. La présidente de la Commission européenne a souhaité interdire l'importation sur le sol européen de produits venant de la région du Xinjiang. Malheureusement, à ce stade, les États n'ont pas encore, les eurodéputés ont adopté ce texte, mais n'ont pas déterminé la forme juridique qui pourrait contraindre ou pas les États membres à respecter cette règle, cette interdiction. Est-ce que ça serait, comme pour les États-Unis, une présomption de culpabilité de tout produit importé sur le sol européen ? Ou est-ce qu'on laisserait la possibilité aux sociétés
européennes de montrer qu'elles ont contrôlé et que donc en amont, et que donc il n'y aurait pas de travail forcé dans la production de ces produits. Donc de la lenteur côté européen, ce qui n'est pas très nouveau, parce que sur ce sujet-là et sur d'autres, on voit quand même parfois des difficultés, des lenteurs, Oui. peut-être même une inquiétude à l'égard des Chinois. Enfin, il y a peut-être un manque de courage en tout cas. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? C'est compliqué, c'est difficile de dire. C'est compliqué. Je pense que les négociations, les tractations ont eu lieu. C'est la plus grande puissance économique mondiale. L'Europe n'a peut-être pas les mêmes moyens que les États-Unis en termes de négociations. Le projet, donc ce qu'on évoquait venant des États-Unis, c'est vrai que vous citiez les marques, Sandro, Mache, Claudie Pierlot, Uniqlo, Skechers, marque que je ne connais pas d'ailleurs, marque de quoi, de sportswear, c'est sportswear ? De chaussures. De chaussures, oui. D'accord. Quelles sont les conséquences pour la France là ? Parce qu'on a un ministre de l'économie, on a des douanes, on a aussi des gens qui vérifient les produits, on a des règles autour des droits de l'homme. On a un article dans le code pénal qui est très clair, qui interdit le travail forcé. Et le fait de faire travailler de manière gratuite, sous la menace ou la contrainte, un individu, il suffit de l'appliquer. Alors maintenant, il suffit de l'appliquer. La réalité, c'est que les enquêtes sont en cours depuis plusieurs années. C'est lent. C'est très très lent. C'est caractériser des preuves et les rapporter en France sur un pays tel que la Chine. C'est très compliqué en fait. Ça veut dire que là, on est sur des problèmes liés à des droits de l'homme, à la situation d'humains maltraités, mais sur le plan commercial, il y a des entreprises qui peuvent dire « Mais attendez, nous, on a été concurrencés par telle entreprise dont on sait qu'elle a utilisé une main-d'œuvre gratuite, puisque c'est de ça dont il est question. Nous, on a utilisé une main-d'œuvre européenne, parce qu'il y a un vrai débat. On demande des dommages et intérêts à l'entreprise concurrente. » Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Non, parce que la source est pénale. Donc les dommages et intérêts n'ont pas encore lieu d'être à ce stade-là. Il faudrait ouvrir une action. Et effectivement, vous avez peut-être ouvert une voie. Je ne sais pas. Je serais l'entreprise, je demanderais à réclamation de... En l'état, ce n'est pas ce qu'on constate. On constate plus des associations qui saisissent le procureur. Les ONG. Oui, sur la base de la violation de droits humains. Mais il y aurait une autre voie qui serait, vous savez, la loi sur la compliance, qui permettrait aux lanceurs d'alerte de remonter une alerte s'ils avaient connaissance de travail forcé au sein de leur entreprise, pour permettre d'aller plus loin. Et là, il y aurait une vraie contrainte. Oui, mais ça veut dire que ceux qui lancent ces lanceurs d'alerte sur les règles de compliance doivent être certains de ce qu'ils avancent. Et on est sur le même débat américain. Ils sont en interne, ils sont dans l'entreprise. Ils sont à l'intérieur, oui. Ça serait peut-être plus efficace. Est-ce qu'il y a des États, juste pour terminer, parce qu'il y a un débat aussi sur la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une instance légitime, est-ce que les États ont commencé à se retourner vers la Cour européenne des droits de l'homme, cette fois-ci pour dénoncer des agissements en Chine de ces hommes et ces Ouïghours ? Vous avez un arrêt du 23 novembre 83 qui a été porté devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a défini le travail forcé. C'était c'est un arrêt qui concernait la Belgique, mais depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Donc aucun État n'a pour l'instant, parce que vous soulevez là un sujet extrêmement sensible, Bien sûr. Tant sur la situation de ces femmes et hommes qui sont dans des camps, que sur la situation économique d'entreprises qui font en fait une concurrence déloyale. La saisine a probablement été faite par certains pays, mais elle n'est pas encore rendue publique. Elle est au stade d'enquête. Parce que les marques que vous citez, j'imagine qu'elles se posent des questions dans leur sourcing, dans ceux qui leur produisent. Mais c'est pays par pays, ça ne sera pas devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc en fait, ça sera quoi ? Des juridictions privées françaises en l'état, oui. Mais c'est quoi ? C'est la cour, c'est des chambres pénales ? Oui. C'est du pénal. Absolument. Donc il n'y a pas le droit commercial qui intervient dans cette affaire ? Non, pas encore. Bon, c'est à suivre. En tout cas, il y a une certaine lenteur. Et j'imagine que les ONG aiguillonnent les marques que vous avez citées. Absolument. Ce sont vraiment les instances les plus efficaces actuellement. Avec finalement ce texte américain. Et le texte américain, on l'a évoqué, il faut le redire, qui pour des raisons un peu commerciales essaie d'éviter le déferlement de produits chinois sur leur sol. Essaye de faire la même chose, mais de manière un peu plus molle, comme vous l'avez dit. Un peu plus molle, comme souvent d'ailleurs à l'égard des États-Unis. American First en quelque sorte. Tout à fait. Merci Myriam de Gaudusson, avocate en droit social, cabinet Franklin. J'espère qu'on suivra ce dossier de temps en temps pour voir où on en est exactement. On fait une courte pause, c'est le Cercle RH et c'est un grand entretien avec la directrice générale du groupe Alpha. Alors pour tous ceux qui font du dialogue social, connaissent le groupe Alpha, c'est une manière d'accompagner à la fois les partenaires sociaux mais aussi les entreprises pour avoir un dialogue social constructif, mais ils accompagnent aussi sur les restructurations. C'est l'occasion de faire le point sur la situation économique évidemment de nos entreprises. On la reçoit juste après la pause.